Il est 23h30. La lampe de bureau projette une lumière blafarde sur des dizaines de fiches de révision éparpillées. Sophie, 19 ans, étudiante en 2e année de médecine, repasse pour la 4e fois sur le même chapitre d'anatomie. Ses yeux brûlent, sa tête est lourde. Elle a commencé à réviser à 6 heures du matin. Cela fait maintenant 17 heures qu'elle est penchée sur ses cours. Dans le couloir de sa résidence universitaire, elle entend des rires. Ce sont ses voisins qui rentrent d'une soirée entre amis. Parmi eux, Mathieu, qui suit exactement le même cursus qu'elle. Pourtant, lui semble toujours détendu. Il sort, il fait du sport, il a une vie sociale. Et le plus frustrant, ses notes sont systématiquement meilleures que celles de Sophie. Comment est-ce possible ? Sophie travaille 2, parfois 3 fois plus que lui. Elle sacrifie ses week-ends, ses soirées, son sommeil. Elle remplit des cahiers entiers de notes parfaitement organisées. Ses fiches de révision sont de véritables œuvres d'art, colorées, structurées, magnifiques à regarder. Et pourtant, le jour des résultats arrive, Sophie ouvre nerveusement son espace étudiant. Mention passable. Encore une fois. Elle sent les larmes monter. Quelques minutes plus tard, Mathieu reçoit les siens. Mention très bien. Il sourit, presque surpris lui-même, et envoie un message à ses parents. Cette scène, des milliers d'étudiants la vivent chaque année. Peut-être que vous la vivez en profonde. Ce sentiment que vos efforts ne sont jamais récompensés à leur juste valeur. La science cognitive a fait des découvertes révolutionnaires ces 20 dernières années sur le fonctionnement de notre cerveau et sur la manière dont nous apprenons. Des neuroscientifiques du monde entier ont identifié des techniques précises testées en laboratoire qui multiplient votre efficacité d'apprentissage par 2, 3, voire 5. Ces techniques ne sont pas enseignées dans nos écoles. Elles ne figurent dans aucun programme officiel. Et pourtant, elles font toute la différence entre un étudiant qui galère et un étudiant qui excelle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 12 de ces techniques scientifiquement prouvées, des méthodes concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Grâce à elles, vous pourrez diviser votre temps d'étude par 2 tout en doublant vos résultats. Vous découvrirez comment certains étudiants révisent seulement 3 heures par jour et obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui passent 10 heures le nez dans leur livre. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car la 9e technique que je vais partager avec vous est probablement la plus puissante de toutes. C'est celle qu'utilisait le physicien Richard Feynman, prix Nobel de physique, pour maîtriser des concepts que d'autres scientifiques mettaient des années à comprendre. Cette technique seule peut transformer votre façon d'apprendre n'importe quel sujet, du plus simple au plus complexe. Alors, êtes-vous prêt à découvrir ce qui sépare vraiment les étudiants brillants des étudiants moyens ? Êtes-vous prêt à rejoindre Sophie dans son voyage de transformation lorsqu'elle découvrira ses méthodes et verra ses résultats exploser en quelques semaines seulement ? Si la réponse est oui, alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter si vous le souhaitez et plongeons ensemble dans les secrets scientifiques d'un apprentissage vraiment efficace. Technique numéro 1. Le jeu du temps. Maîtrisez la science de la concentration. Revenons quelques semaines en arrière, au moment où Sophie décide de changer radicalement son approche. Elle tombe sur une étude fascinante publiée par l'Université de l'Illinois qui va bouleverser sa compréhension du travail intellectuel. Cette étude compare 2 groupes d'étudiants. Les 2 groupes étudient exactement 6 heures par jour. Même durée, même effort apparent, même matériel pédagogique. Et pourtant, à la fin de l'expérience, un groupe obtient des résultats supérieurs de 40% par rapport à l'autre. 40% de différence avec la même quantité de temps investi. Comment est-ce possible ? La réponse réside dans une découverte fondamentale des neurosciences. Notre cerveau n'est pas conçu pour maintenir un niveau de concentration maximale pendant des heures d'affilée. C'est biologiquement impossible. Les recherches menées par le professeur Anders Ericsson, psychologue spécialisé dans l'expertise humaine, ont démontré que le cerveau humain fonctionne à 100% de son efficacité pendant environ 25 à 50 minutes maximum. Au-delà de ce seuil, votre concentration commence à décliner de manière exponentielle. Imaginez votre concentration comme la batterie d'un smartphone. Au début, elle est pleine et l'appareil fonctionne parfaitement. Mais si vous utilisez votre téléphone sans interruption, en regardant des vidéos, en jouant à des jeux, en naviguant sur Internet, que se passe-t-il ? La batterie se vide de plus en plus vite. À 20% de batterie, votre téléphone commence à ralentir. À 5%, il passe en mode économie d'énergie et devient presque inutilisable. Votre cerveau fonctionne exactement de la même manière. Prenons 2 étudiants. Appelons-les étudiant A et étudiant B. L'étudiant A adopte l'approche traditionnelle.
Il s'installe à son bureau, à 9 h du matin, et décide de ne pas bouger jusqu'à 15 h. 6 heures d'études intensives sans interruption. C'est ce qu'on lui a toujours dit de faire. Rester concentré, ne pas se laisser distraire, tenir bon. Mais voici ce qui se passe réellement dans son cerveau. Les 30 premières minutes, concentration maximale, compréhension optimale, mémorisation efficace. Entre 30 minutes et 1 heure, sa concentration commence à baisser progressivement. Il doit relire certains passages. Après 1 heure, son esprit commence à vagabonder. Il pense à ce qu'il va manger ce soir, à ce message qu'il doit envoyer, à cette série qu'il aimerait regarder. Après 2 heures, il lit et relit la même page sans vraiment la comprendre. Les mots entrent dans ses yeux, mais ne se fixent pas dans sa mémoire. Après 3 heures, il est en mode pilote automatique. Il a l'impression d'étudier, mais son cerveau n'absorbe pratiquement plus rien. Résultat, sur ces 6 heures d'études, peut-être qu'1 heure et demie seulement a été réellement productive. Le reste n'était qu'une illusion de travail. Maintenant, observons l'étudiant B. Lui aussi étudie 6 heures, mais il utilise une approche radicalement différente, la technique Pomodoro, développée par Francesco Cirillo dans les années 80. Voici comment il procède. Il travaille intensément pendant 25 à 50 minutes avec une concentration totale et sans aucune distraction. Puis, dès que son minuteur sonne, il s'accorde une pause de 5 à 10 minutes. Pendant cette pause, il ne touche ni à son téléphone ni à son ordinateur. Il se lève, sort de sa chambre, marche un peu, s'étire, prend l'air, boit un verre d'eau. Après cette courte pause, son cerveau est rafraîchi, sa concentration est revenue à son niveau maximal. Il reprend alors une nouvelle session de 25 à 50 minutes. Sur 6 heures d'études, avec cette méthode, l'étudiant B réalise environ 8 à 10 sessions de travail intensif. Chacune de ces sessions est effectuée à 100% de ses capacités cognitives. Faites le calcul, 10 sessions de 25 minutes à efficacité maximale équivalent à 4h10 de travail réellement productif, contre 1 heure et demie pour l'étudiant A. C'est presque 3 fois plus efficace. Mais attention, et c'est crucial, la qualité de votre pause détermine l'efficacité de cette méthode. Si pendant votre pause vous ouvrez TikTok, Instagram ou YouTube, vous venez de saboter tout votre système. Pourquoi ? Parce que ces applications sont spécifiquement conçues pour capter votre attention et la garder. Elles déclenchent une libération massive de dopamine dans votre cerveau, ce neurotransmetteur du plaisir qui rend difficile le retour à une tâche exigeante. Votre pause de 5 minutes se transforme alors en pause de 30 minutes, voire d'1 heure. Et quand vous revenez finalement à votre bureau, votre cerveau est saturé de stimulation facile et refuse de se concentrer sur quelque chose de difficile. La meilleure pause est celle qui permet à votre cerveau de se reposer véritablement. Sortez physiquement de votre espace de travail. Marchez, même si c'est juste quelques minutes dans votre couloir ou votre jardin. Regardez par la fenêtre. Faites quelques étirements. Préparez-vous un thé ou un café. L'important est de donner à votre cerveau une vraie déconnexion, pas une nouvelle source de stimulation. Sophie a appliqué cette méthode dès le lendemain de sa découverte. Au début, c'était étrange pour elle. Elle avait l'impression de perdre du temps avec toutes ces pauses. Mais après 1 semaine, elle a remarqué quelque chose de remarquable. Elle retenait beaucoup plus d'informations. Les concepts qu'elle étudiait le matin, elle s'en souvenait encore le soir. Et surtout, elle se sentait moins épuisée mentalement à la fin de la journée. C'était sa première victoire, mais elle n'en était qu'au début de sa transformation. Technique numéro 2, le pouvoir de la planification stratégique. La technique Pomodoro est puissante, mais elle ne suffit pas à elle seule. Sophie l'a découvert à ses dépens lors de sa 2e semaine d'expérimentation. Elle utilisait consciencieusement ses sessions de 25 minutes. Elle prenait ses pauses correctement. Et pourtant, certains jours, elle se retrouvait incapable d'étudier plus de 2 heures. Pourquoi ? Parce qu'elle avait négligé un élément fondamental, la planification de son énergie mentale. Voici une vérité que peu de gens comprennent vraiment. La motivation ne vient pas avant l'action. C'est l'action qui crée la motivation. Vous connaissez certainement cette sensation. Vous vous réveillez avec de bonnes intentions. Aujourd'hui, vous allez travailler dur, vous allez être productif, vous allez avancer sur ce projet important. Mais avant de commencer, vous vous dites « Je vais juste checker mes messages rapidement »,
puis vous ouvrez Instagram, puis YouTube, puis vous répondez à quelques emails et quand vous vous installez finalement pour travailler, il est déjà midi et vous vous sentez étrangement fatigué alors que vous n'avez rien fait de productif. Qu'a-t-il se passé? Votre cerveau fonctionne avec un système de récompense basé sur la dopamine. Chaque fois que vous consultez vos réseaux sociaux, que vous recevez un like, que vous regardez une vidéo divertissante, votre cerveau reçoit une petite dose de dopamine. C'est rapide, c'est facile, c'est instantané. Le problème, c'est que votre cerveau ne fait pas la différence entre la dopamine facile et la dopamine difficile. Pour lui, c'est la même chose. Alors, quand vous commencez votre journée par des récompenses faciles, vous saturez votre système de dopamine. Et quand vient le moment de faire quelque chose de difficile, comme étudier un chapitre complexe de physique quantique, votre cerveau vous dit « Pourquoi faire un effort alors qu'on a déjà eu notre dose de plaisir ?» C'est ce que les neuroscientifiques appellent l'épuisement dopaminergique. Comparons à nouveau deux étudiants. L'étudiant A se réveille et la première chose qu'il fait, c'est attraper son téléphone. Il check ses notifications, regarde quelques stories, lit les actualités, peut-être regarde une courte vidéo YouTube. 15 minutes passent, parfois 30. Il finit par se lever, prend son petit déjeuner tout en continuant à scroller sur son téléphone. Puis il se dit « Bon, maintenant je vais vraiment me mettre au travail ». Mais son cerveau est déjà fatigué. Il a déjà dépensé son énergie mentale de la journée sur des tâches triviales. Même avec la meilleure méthode Pomodoro du monde, il aura du mal à se concentrer réellement. L'étudiant B, lui, a compris le principe de la préservation de l'énergie mentale. Sa routine matinale est radicalement différente. Il se réveille et, avant même de toucher à son téléphone, il commence directement par une session d'études. Pas de distraction, pas de notification. Juste lui et son travail. Pourquoi? Parce que son énergie mentale est à son maximum le matin. Son cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la concentration et de la résolution de problèmes complexes, est frais et reposé. Il utilise cette période précieuse pour s'attaquer à la matière la plus difficile, celle qui demande le plus de réflexion. Seulement après avoir complété sa première session productive, après avoir avancé significativement sur ses objectifs d'apprentissage, il s'autorise à regarder son téléphone. Et vous savez quoi? À ce moment-là, consulter ses messages devient une vraie récompense. Son cerveau associe le plaisir du téléphone au fait d'avoir accompli quelque chose d'important. Cela renforce positivement son comportement d'étudiant. Cette stratégie s'appelle « manger la grenouille en premier », une expression popularisée par Brian Tracy. L'idée est simple, si vous devez manger une grenouille vivante, le mieux est de le faire en premier le matin. Tout le reste de votre journée sera forcément plus agréable en comparaison. Traduisez cela dans vos études. Commencez toujours par la tâche la plus difficile, celle que vous avez le moins envie de faire. Faites-la quand votre énergie mentale est au maximum. Le reste de votre journée d'études semblera beaucoup plus facile ensuite. Sophie a complètement réorganisé sa routine après avoir compris ce principe. Avant, elle commençait sa journée en douceur, en révisant des choses faciles, en recopiant ses notes. Maintenant, elle attaque directement les sujets complexes dès le réveil. Résultat, en 2 heures le matin, elle accomplit plus que ce qu'elle accomplissait en 5 heures auparavant. Mais il restait encore un élément crucial qu'elle devait maîtriser. Technique numéro 3, l'environnement, le pouvoir invisible qui façonne vos habitudes. James Clear, auteur du best-seller international Atomic Habits, Un rien peut tout changer, a révélé une vérité fondamentale sur le comportement humain. Votre environnement façonne vos habitudes bien plus puissamment que votre volonté. Pensez à ceci. Quand vous entrez dans votre cuisine, à quoi pensez-vous? À manger. Quand vous vous allongez sur votre lit, que fait naturellement votre cerveau? Il se prépare à dormir. Quand vous vous installez dans votre canapé, devant votre télévision, quelle est votre posture mentale? Le divertissement, la relaxation. Ces associations ne sont pas conscientes. Elles se sont créées au fil du temps, par répétition. Votre cerveau est une machine à créer des associations. Il lie constamment des lieux à des comportements, des objets à des actions, des contextes à des états d'esprit.
Et c'est exactement ce problème que rencontrait Sophie au début. Elle étudiait partout, sur son lit, sur son canapé, à la table de la cuisine, parfois même par terre dans sa chambre. Son raisonnement était simple, je peux travailler n'importe où, l'important c'est de travailler. Mais son cerveau ne fonctionnait pas comme ça. Quand elle s'installait sur son lit avec ses cours, son cerveau recevait des signaux contradictoires. Depuis des années, le lit était associé au sommeil et à la détente. Maintenant, elle voulait qu'il soit aussi associé à la concentration et à l'effort intellectuel. Cette confusion créait une résistance mentale constante. Elle devait lutter non seulement pour comprendre sa matière, mais aussi pour convaincre son cerveau de rester éveillé et concentré dans un environnement qui lui criait « Détends-toi, dors !» La solution est venue d'un concept psychologique appelé le design environnemental. L'idée est simple mais puissante, créer un espace dédié exclusivement à l'étude. Un seul endroit, un seul but. Sophie a réorganisé sa chambre. Elle a installé un petit bureau face au mur, loin de son lit. Sur ce bureau, seulement ses livres de cours, ses cahiers, une lampe et un verre d'eau. Rien d'autre. Pas de téléphone, pas de snack, pas de décoration distrayante. Ce bureau est devenu son sanctuaire d'apprentissage. Chaque fois qu'elle s'y assoit, son cerveau sait immédiatement « Nous sommes ici pour travailler ». De la même manière, elle a créé des règles strictes. Son lit est réservé uniquement au sommeil. Elle ne regarde plus de vidéos allongées. Elle ne mange plus sur son lit. Elle n'y étudie plus jamais. Son canapé est pour la détente et la socialisation. C'est là qu'elle regarde ses séries, qu'elle appelle ses amis, qu'elle se relaxe. Son bureau est exclusivement pour l'étude productive. En 3 semaines, son cerveau avait complètement intégré ces nouvelles associations. Maintenant, quand elle s'assied à son bureau, elle ressent immédiatement une clarté mentale. Son cerveau se met automatiquement en mode concentration. Elle n'a plus besoin de lutter contre elle-même. Mais voici le détail le plus important, l'élimination des distractions visuelles. Une étude menée par l'université de Princeton a démontré que la simple présence d'un smartphone dans votre champ de vision, même éteint, même retourné face contre table, réduit votre capacité cognitive de 10 à 20%. Pourquoi ? Parce qu'une partie de votre cerveau doit constamment utiliser de l'énergie pour résister à la tentation de le regarder. C'est ce qu'on appelle le coût cognitif de la résistance. Vous n'en avez pas conscience, mais cette résistance épuise vos ressources mentales. La solution ? Pendant vos sessions d'études, votre téléphone ne doit pas simplement être en mode silencieux, il doit être physiquement absent de votre espace de travail. Dans un tiroir fermé, dans une autre pièce, le plus loin possible. Cette simple modification a augmenté la productivité de Sophie de 30%. Maintenant, elle ne résiste plus aux distractions, elle n'existe tout simplement pas dans son environnement de travail. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Arrêtez de compter sur votre discipline et commencez à designer intelligemment votre espace. Technique numéro 4. Comprendre la différence entre fait et concept. Sophie appliquait maintenant toutes ces techniques. Elle travaillait intelligemment au bon moment dans le bon environnement. Mais elle a vite réalisé qu'il lui manquait quelque chose de fondamental. Elle ne savait pas vraiment comment son cerveau apprenait. Posons une question simple. Pourquoi vous souvenez-vous de l'histoire de votre premier jour d'école, survenu peut-être il y a 10 ou 15 ans, mais vous oubliez ce que vous avez étudié la semaine dernière? La réponse réside dans la nature même de l'information. Il existe 2 types fondamentaux d'informations que vous pouvez mémoriser. Des faits, ce sont des données brutes, isolées, sans contexte, un chiffre, une date, un nom. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939. Les concepts, ce sont des idées qui ont du sens, qui racontent une histoire, qui sont connectées à d'autres informations. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939 parce que votre cerveau n'est pas fait pour retenir des faits isolés. Il est fait pour comprendre des histoires, des logiques, des relations de cause à effet. Prenons un exemple concret. Si je vous dis « la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939 », vous pourriez le retenir aujourd'hui, peut-être même demain, mais dans une semaine, dans un mois. Cette information aura probablement disparu de votre mémoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire. En 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale,
les pays vainqueurs imposent le traité de Versailles à l'Allemagne. Ce traité est humiliant et dévastateur. L'Allemagne doit payer des réparations colossales, perd une grande partie de son territoire et son armée est réduite à presque rien. Le pays s'effondre économiquement. Le chômage explose, l'inflation devient incontrôlable. Dans ce chaos et cette humiliation nationale, un homme émerge, Adolf Hitler. Il promet de restaurer la grandeur de l'Allemagne, de récupérer les territoires perdus, de redonner au peuple allemand sa fierté. Il désigne des boucs émissaires pour tous les problèmes du pays. Son discours nationaliste et revanchard trouve écho dans une population désespérée. Hitler accède au pouvoir en 1933. Il commence immédiatement à réarmer l'Allemagne, en violation du traité de Versailles. Il annexe l'Autriche en 1938, puis la Tchécoslovaquie. Les puissances européennes, traumatisées par la Première Guerre mondiale, préfèrent la politique d'apaisement plutôt que l'affrontement. Mais Hitler ne s'arrête pas. Le 1er septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne. 2 jours plus tard, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Maintenant, pensez-vous que vous oublierez cette date ? Probablement pas, parce que vous ne connaissez plus juste un chiffre. Vous comprenez le contexte, la logique, l'enchaînement des événements qui a mené à cette guerre. Le fait est devenu un concept. Cette distinction est absolument cruciale pour votre réussite académique. Trop d'étudiants passent leur temps à essayer de mémoriser des faits sans comprendre les concepts qui les sous-tendent. C'est comme essayer de construire une maison en empilant des briques sans ciment. Ça ne tient pas. Voici une petite expérience pour illustrer ce point. Je vais vous donner une suite de 13 lettres dans un ordre précis. Essayez de les retenir exactement dans cet ordre. Y, T, R, H, A, U, S, P, D, A, P, Y, H. Prenez quelques secondes. Essayez de les mémoriser. C'est difficile, n'est-ce pas ? Votre cerveau doit faire un effort considérable pour retenir cette séquence aléatoire. Maintenant, voici une autre séquence de 13 lettres. H, A, P, P, Y, T, H, U, R, S, D, A, Y. Répétez-les mentalement. C'était beaucoup plus facile, n'est-ce pas ? Pourtant, ce sont exactement les mêmes lettres, juste réorganisées pour former Happy Thursday, joyeux jeudi. Quelle est la différence ? Dans le premier cas, les lettres n'avaient aucun sens. C'étaient des faits bruts. Dans le deuxième cas, elles formaient un concept reconnaissable, quelque chose qui a du sens dans votre cerveau. Cette expérience révèle une loi fondamentale de la mémoire. Votre cerveau ne retient pas des informations. Il retient du sens. Les recherches en psychologie cognitive ont démontré que notre mémoire à court terme peut retenir environ 5 à 9 éléments isolés. C'est ce qu'on appelle le nombre de Miller. Mais dès que vous groupez ces éléments dans une structure significative, vous pouvez en retenir beaucoup, beaucoup plus. C'est le principe du chunking, ou regroupement sémantique. Appliqué à vos études, cela signifie ne mémorisez jamais quelque chose que vous n'avez pas compris. Si vous ne comprenez pas pourquoi une formule mathématique fonctionne, vous l'oublierez après l'examen. Mais si vous comprenez la logique qui la sous-tend, si vous comprenez d'où elle vient et pourquoi elle existe, elle restera ancrée dans votre mémoire pendant des années. Sophie a appliqué ce principe à toutes ses matières. En anatomie, au lieu de mémoriser mécaniquement les noms des muscles, elle a commencé par comprendre leurs fonctions, leur position logique dans le corps, leur rôle dans le mouvement. Soudain, les noms n'étaient plus aléatoires. Ils avaient du sens. Sa mémorisation est devenue 10 fois plus rapide et 100 fois plus durable. Technique numéro 5. L'apprentissage profond versus l'apprentissage superficiel. Comprendre la différence entre fait et concept était un premier pas. Mais Sophie devait aller encore plus loin dans sa compréhension de l'apprentissage. Une étude fascinante menée par les psychologues Craig et Lockhart dans les années 70 a révélé quelque chose de surprenant sur la façon dont nous retenons la formation.
Ils ont divisé des étudiants en 2 groupes et leur ont présenté une liste de mots. Mais ils ont posé des questions différentes à chaque groupe. Au groupe A, on posait des questions superficielles comme « Combien de voyelles y a-t-il dans le mot « éléphant » ? Ce mot est-il écrit en majuscule ou en minuscule ? Ce mot rime-t-il avec « déplaisant » ? Ces questions forçaient les étudiants à se concentrer sur les aspects superficiels des mots, leur apparence, leur sonorité, leur forme. Au groupe B, on posait des questions conceptuelles comme « Un éléphant est-il plus grand qu'une souris ? Pouvez-vous visualiser un éléphant dans votre esprit ? Dans quel habitat vit un éléphant ? » Ces questions forçaient les étudiants à penser au sens du mot, à créer des images mentales, à connecter l'information à leurs connaissances existantes. Quelques heures plus tard, on a demandé aux 2 groupes de se souvenir des mots qu'ils avaient vus. Le groupe A n'a pu se rappeler que 5 mots sur 30, à peine 16%. Le groupe B a pu se rappeler 10 mots sur 30, plus de 33%, 2 fois plus que le premier groupe. Pourquoi cette différence spectaculaire ? Parce que le groupe B avait pratiqué ce qui appelle le traitement profond de l'information. Ils n'avaient pas juste regardé les mots, ils les avaient compris, visualisés, connectés à leurs connaissances existantes. Le groupe A avait pratiqué un traitement superficiel. Ils avaient vu les mots sans vraiment les traiter cognitivement. Cette découverte a des implications massives pour votre façon d'étudier. Quand vous lisez un chapitre de votre cours, vous pouvez le faire de 2 manières. Lecture superficielle. Vous lisez les mots, vous les voyez passer devant vos yeux, vous tournez les pages. À la fin du chapitre, vous avez l'impression d'avoir assumé étudier. Mais si quelqu'un vous demande de résumer ce que vous venez de lire, vous réalisez que vous avez à peine retenu 10% du contenu. Lecture profonde, vous lisez activement. À chaque paragraphe, vous vous arrêtez et vous vous demandez « Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Comment cela se connecte-t-il à ce que je sais déjà ? Puis-je visualiser ce concept ? Puis-je penser à un exemple concret ? » La lecture profonde prend peut-être un peu plus de temps au moment présent, mais elle vous fait économiser des heures et des heures de révision par la suite parce que l'information se grave profondément dans votre mémoire dès la première lecture. Sophie a transformé sa façon de lire. Avant, elle pouvait lire 50 pages en 1 heure, mais elle ne retenait presque rien. Maintenant, elle lit peut-être 20 pages dans le même temps, mais elle les comprend et les retient réellement. Elle s'arrête régulièrement, elle se pose des questions, elle crée des images mentales, elle fait des connexions avec des choses qu'elle connaît déjà. Son apprentissage n'est plus une course à vitesse, c'est un processus de compréhension profonde. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un étudiant qui oublie tout après l'examen et un étudiant qui construit une véritable expertise durable. Technique numéro 6. La reconnaissance versus la remémoration. Il y a quelques semaines, Sophie a vécu une expérience frustrante qui lui a ouvert les yeux sur une erreur majeure qu'elle commettait depuis des années. Elle avait passé toute la semaine à réviser un chapitre complexe de physiologie. Elle avait relu ses notes 3 fois, elle avait surligné les points importants, elle avait même créé des fiches de révision magnifiquement organisées. Le vendredi soir, elle se sentait confiante. En relisant ses notes une dernière fois, tout lui paraissait familier. Elle se disait « Oui, je connais ça. Oui, je me souviens de ce point. Oui, j'ai compris ce concept. » Le lundi matin, elle arrive en examen, elle ouvre le sujet, et soudain, c'est le blanc. Tous ces concepts qui lui paraissaient si familiers quelques jours plus tôt semblaient avoir disparu de sa mémoire. Que s'était-il passé ? Sophie était tombée dans le piège de la familiarité illusoire. Il existe une différence fondamentale entre 2 types de mémoire. La reconnaissance, vous voyez quelque chose et vous le reconnaissez. Ah oui, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est le sentiment de familiarité. La remémoration, vous êtes capable de récupérer activement l'information de votre mémoire sans aide extérieure, sans vos notes, sans votre livre, juste avec votre cerveau. C'est une tâche cognitive complètement différente. Les recherches du psychologue Jeffrey Karpicke ont démontré quelque chose de fascinant. Les étudiants qui passent leur temps à relire leurs notes obtiennent des résultats nettement inférieurs à ceux qui se testent activement. Dans une expérience, il a divisé des étudiants en 2 groupes et il a présenté le matériel pédagogique.
Groupe 1, ils ont lu et relu le matériel pédagogique 4 fois. Groupe 2, ils ont lu le matériel pédagogique une seule fois, puis ils ont passé le reste du temps à essayer de se rappeler les informations sans regarder leurs notes. Une semaine plus tard, lors du test final, le groupe 1 a retenu environ 30% du contenu. Le groupe B a retenu plus de 33%, 2 fois plus que le premier groupe. Pourquoi cette différence spectaculaire ? Parce que le groupe B avait pratiqué ce qu'on appelle le traitement profond de l'information. Il n'avait pas juste regardé les mots, il les avait compris, visualisés, connectés à leurs connaissances existantes. Le groupe A avait pratiqué un traitement superficiel. Ils avaient vu les mots sans vraiment les traiter cognitivement. Cette découverte a des implications massives pour votre façon d'étudier. Quand vous lisez un chapitre de votre cours, vous pouvez le faire de 2 manières. Lecture superficielle, vous lisez les mots, vous les voyez passer devant vos yeux, vous tournez les pages. À la fin du chapitre, vous avez l'impression d'avoir étudié, mais si quelqu'un vous demande de résumer ce que vous venez de lire, vous réalisez que vous avez à peine retenu 10% du contenu. Lecture profonde, vous lisez activement. À chaque paragraphe, vous vous arrêtez et vous vous demandez qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Comment cela se connecte-t-il à ce que je sais déjà ? Puis-je visualiser ce concept ? Puis-je penser à un exemple concret ? La lecture profonde prend peut-être un peu plus de temps au moment présent, mais elle vous fait économiser des heures et des heures de révision par la suite parce que l'information se grave profondément dans votre mémoire dès la première lecture. Sophie a transformé sa façon de lire. Avant, elle pouvait lire 50 pages en 1 heure, mais elle ne retenait presque rien. Maintenant, elle lit peut-être 20 pages dans le même temps, mais elle les comprend et les retient réellement. Elle s'arrête régulièrement, elle se pose des questions, elle crée des images mentales, elle fait des connexions avec des choses qu'elle connaît déjà. Son apprentissage n'est plus une course de vitesse, c'est un processus de compréhension profonde. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre un étudiant qui oublie tout après l'examen et un étudiant qui construit une véritable expertise durable. Technique numéro 6. La reconnaissance versus la remémoration. Il y a quelques semaines, Sophie a vécu une expérience frustrante qui lui a ouvert les yeux sur une erreur majeure qu'elle commettait depuis des années. Elle avait passé toute la semaine à réviser un chapitre complexe de physiologie, elle avait relu ses notes 3 fois, elle avait surligné les points importants, elle avait même créé des fiches de révision magnifiquement organisées. Le vendredi soir, elle se sentait confiante. En relisant sa note une dernière fois, tout lui paraissait familier. Elle se disait « Oui, je connais ça. Oui, je me souviens de ce point. Oui, j'ai compris ce concept. » Le lundi matin, elle arrive en examen. Elle ouvre le sujet et soudain, c'est le blanc. Tous ces concepts qui lui paraissaient si familiers quelques jours tôt semblaient avoir disparu de sa mémoire. Que s'était-il passé ? Sophie était tombée dans le piège de la familiarité illusoire. Il existe une différence fondamentale entre 2 types de mémoire. La reconnaissance, vous voyez quelque chose et vous le reconnaissez. Ah oui, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est le sentiment de familiarité. La remémoration, vous êtes capable de récupérer activement l'information de votre mémoire, sans aide extérieure, sans vos notes, sans votre livre, juste avec votre cerveau. Mais le problème, c'est que ces 2 types de mémoire donnent une sensation très différente. Quand vous relisez vos notes et que vous reconnaissez les informations, cela vous donne une fausse impression de maîtrise. Votre cerveau vous dit « Je connais ça, pas besoin de m'inquiéter ». Mais la reconnaissance n'est qu'une illusion de connaissance. En examen, on ne vous demande pas de reconnaître des informations, on vous demande de les remettre activement, de les extraire de votre mémoire, de les structurer, de les expliquer. C'est une tâche cognitive complètement différente. Les recherches du psychologue Jeffrey Karpik ont démontré quelque chose de fascinant. Les étudiants qui passent leur temps à relire leurs notes obtiennent des résultats nettement inférieurs à ceux qui se testent activement. Dans une expérience, il a divisé des étudiants en 2 groupes. Groupe 1. Ils ont lu et relu le matériel pédagogique 4 fois. Groupe 2. Ils ont lu le matériel une seule fois, puis ont passé le reste du temps à essayer de se rappeler les informations sans regarder leurs notes. Une semaine après, lors du test final, le groupe 1 a retenu environ 30% du contenu. Le groupe 2 a retenu plus de 70% du contenu.
Le simple fait de forcer son cerveau à récupérer activement l'information multiplie la rétention par 2. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous forcez votre cerveau à chercher une information dans votre mémoire, vous renforcez le chemin neural qui mène à cette information. C'est comme créer un sentier dans une forêt. Plus vous l'empruntez, plus il devient visible et facile à suivre. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène l'effet de test, ou retrieval practice en anglais. Sophie a complètement changé sa méthode de révision après cette découverte. Maintenant, après avoir lu un chapitre, elle ne se contente plus de le relire. Elle ferme son livre et elle se teste. Qu'ai-je appris dans ce chapitre? Quels étaient les points principaux? Comment puis-je expliquer ce concept avec mes propres mots? Quels sont les exemples que je peux donner? Elle écrit ses réponses sur une feuille blanche. Seulement après cet effort de récupération, elle rouvre son livre pour vérifier ce qu'elle a manqué ou mal compris. Ce processus est difficile, c'est même inconfortable. Il est beaucoup plus facile de simplement relire passivement. Mais c'est précisément cette difficulté qui rend la méthode si efficace. Votre cerveau apprend davantage quand il doit lutter pour récupérer l'information que quand l'information lui est présentée facilement. Cette idée s'appelle la difficulté désirable, un concept développé par le psychologue Robert Bjork. Les choses qui sont difficiles à apprendre sont souvent celles qui restent le plus longtemps dans votre mémoire. Technique numéro 7. L'apprentissage actif, la clé de la rétention durable. Maintenant que Sophie comprenait la différence entre reconnaissance et remémoration, elle était prête pour la prochaine étape, transformer complètement sa façon d'étudier en adoptant l'apprentissage actif. Pendant des années, l'éducation traditionnelle nous a enseigné à apprendre passivement. Écouter le professeur, lire le manuel, recopier les notes, réviser en relisant. Mais toutes les recherches modernes en sciences cognitives convergent vers la même conclusion. L'apprentissage passif est la méthode la moins efficace qui existe. Une étude monumentale publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences a analysé plus de 200 recherches sur l'efficacité des différentes méthodes d'apprentissage. Le résultat est sans équivoque. Les étudiants qui utilisent des méthodes d'apprentissage actif obtiennent en moyenne une amélioration de leurs notes de 6% par rapport à ceux qui suivent des cours magistraux traditionnels. Et surtout, leur taux d'échec diminue de 33%. Mais qu'est-ce que l'apprentissage actif exactement ? C'est toute méthode qui vous force à engager activement votre cerveau avec le matériel, plutôt que de recevoir passivement l'information. Voici les méthodes d'apprentissage actif les plus puissantes. 1. Le questionnement actif. Au lieu de simplement lire, transformez chaque section de votre cours en question. Par exemple, si vous lisez une section intitulée « La photosynthèse », ne lisez pas passivement. Commencez par vous poser des questions. Qu'est-ce que la photosynthèse exactement? Pourquoi est-elle importante pour la vie sur Terre? Quelles sont les étapes du processus? Où se déroule-t-elle dans la plante? Quelles sont les conditions nécessaires? Ensuite, lisez pour trouver les réponses à vos questions. Votre cerveau est maintenant en mode de recherche active plutôt qu'en mode de réception passive. 2. L'auto-explication. Après chaque paragraphe ou section, arrêtez-vous et expliquez-vous à vous-même ce que vous venez de lire comme si vous l'enseigniez à quelqu'un d'autre. Utilisez vos propres mots. Créez vos propres exemples. Faites des analogies. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas vraiment compris. 3. La pratique de récupération sans notes. C'est la technique que Sophie utilise maintenant systématiquement. Après chaque session d'étude, elle prend une feuille blanche et elle écrit tout ce dont elle se souvient du chapitre, sans regarder ses notes. Pas dans un ordre parfait, juste ce qui lui vient en tête. Ensuite, elle compare avec ses notes originales. Elle identifie ce qu'elle a manqué. Et elle concentre ses prochaines révisions spécifiquement sur ses points faibles. 4. L'enseignement à autrui. Il existe un vieux proverbe qui dit « Si tu veux apprendre, lis. Si tu veux comprendre, écris. Si tu veux maîtriser, enseigne. » Expliquer un concept à quelqu'un d'autre est l'un des moyens les plus puissants de l'ancrer dans votre propre mémoire. Pourquoi ? Parce que pour enseigner, vous devez comprendre profondément le sujet, structurer l'information de manière logique, anticiper les questions et les incompréhensions, trouver des exemples et des analogies, simplifier sans déformer. Tout ce processus force votre cerveau à travailler à un niveau très élevé de traitement cognitif. Sophie a commencé à former un groupe d'études avec 3 autres étudiants. Mais ils ne se rencontrent pas pour réviser ensemble passivement,
Chaque semaine, chaque membre du groupe doit préparer une mini-leçon de 15 minutes sur un sujet différent et l'enseigner aux autres. Cette méthode les a tous transformés. Non seulement ils apprennent les sujets qu'ils enseignent beaucoup plus profondément, mais ils bénéficient également des explications de leurs pairs, souvent plus accessibles que celles des professeurs. 5. La création de cartes conceptuelles. Au lieu de prendre des notes linéaires, créez des cartes mentales ou conceptuelles qui montrent visuellement les relations entre les différents concepts. Votre cerveau adore la structure visuelle. Il retient beaucoup mieux l'information quand elle est organisée spatialement plutôt que séquentiellement. Sophie a découvert que dessiner des diagrammes, même simples, même avec des dessins basiques, l'aide à comprendre et à retenir des systèmes complexes beaucoup plus facilement que de longues listes de points. L'apprentissage actif demande plus d'efforts que l'apprentissage passif. Il est plus fatigant mentalement. Mais c'est exactement ce qui le rend si efficace. Rappelez-vous, votre cerveau est un muscle. Il se renforce quand on le fait travailler, pas quand on le laisse au repos. Technique numéro 8. Le sommeil, votre arme secrète pour la mémorisation. Sophie appliquait maintenant toutes ces techniques avec rigueur. Sa façon d'étudier s'était complètement transformée. Mais elle négligeait encore un élément absolument crucial, son sommeil. Comme beaucoup d'étudiants, Sophie avait tendance à sacrifier ses heures de sommeil pendant les périodes d'examen. Elle pensait qu'en dormant moins, elle gagnerait plus de temps pour étudier. C'était une erreur catastrophique. Et elle l'a découvert de la manière la plus frustrante possible. Une semaine avant un examen important, elle a décidé de maximiser son temps d'étude. Elle s'est couchée à 2 heures du matin pendant 5 jours d'affilée. Elle a étudié intensivement, appliquant toutes ces nouvelles techniques. Elle se sentait prête. Le jour de l'examen, quelque chose d'étrange s'est produit. Elle connaissait les réponses, elle les avait dans sa tête. Mais elle n'arrivait pas à les formuler clairement. Son esprit était brumeux, il mélangeait des concepts, il faisait des erreurs stupides. Résultat, une note décevante. Pas catastrophique, mais bien en dessous de ce qu'elle aurait dû obtenir compte tenu de son travail. Frustrée, elle a commencé à faire des recherches sur le sommeil et l'apprentissage. Ce qu'elle a découvert l'a choquée. Le sommeil n'est pas simplement du temps perdu ou une pause dans votre journée. C'est une partie active et absolument essentielle du processus d'apprentissage. Voici ce qui se passe dans votre cerveau pendant que vous dormez. Phase 1, le sommeil léger, NREE 1 et 2. Votre corps commence à se relaxer, votre rythme cardiaque ralentit, votre température corporelle diminue, votre cerveau commence à trier les informations de la journée. Phase 2, le sommeil profond, NREM 3. C'est pendant cette phase que se produit la magie de la consolidation de la mémoire. Des chercheurs de l'université de Harvard ont découvert que pendant le sommeil profond, votre cerveau rejoue littéralement tout ce que vous avez appris pendant la journée, comme une vidéo en accéléré. Ces replays neuronaux permettent à votre cerveau de transférer les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, renforcer les connexions neuronales importantes, éliminer les connexions inutiles, organiser et intégrer les nouvelles connaissances avec les anciennes. Sans sommeil profond suffisant, ce processus ne peut pas se produire correctement. Phase 3, le sommeil paradoxal, REM. C'est la phase où vous rêvez intensément. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas du tout une perte de temps. Pendant le sommeil REM, votre cerveau fait quelque chose de fascinant. Il crée des connexions créatives entre des informations apparemment non liées. C'est pour ça que vous avez parfois des intuitions brillantes au réveil. Votre cerveau a passé la nuit à faire des associations que votre conscience n'aurait jamais faites. Le mathématicien Dmitri Mendeleïev a découvert la structure du tableau périodique dans un rêve. Le chimiste Auguste Kekulé a découvert la structure de la molécule de benzène après avoir rêvé d'un serpent qui se mordait la queue. Ces histoires ne sont pas des coïncidences, elles illustrent le pouvoir créatif du sommeil REM. La recherche est claire. Une étude menée par Matthew Walker, professeur de neurosciences à Berkeley, a montré que une nuit de sommeil après l'apprentissage améliore la rétention de 40%. Les étudiants qui dorment moins de 6 heures ont des performances cognitives équivalentes à celles de personnes légalement considérées comme ivres. Dormir avant un examen améliore la performance de 20 à 40% par rapport à réviser toute la nuit. En d'autres termes, 1 heure de sommeil peut être plus bénéfique pour vos résultats qu'1 heure de révision supplémentaire.
Sophie a complètement réorganisé son emploi du temps après cette découverte. Elle s'assure maintenant de dormir au minimum 7 à 8 heures par nuit et idéalement 8 à 9 heures pendant les périodes d'examen. Elle a établi une routine de sommeil stricte. Coucher et lever à l'heure fixe, pas d'écran 1 heure avant le coucher, la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, sa chambre est fraîche, sombre et silencieuse, elle évite la caféine après 16 heures. Les résultats ont été spectaculaires. Non seulement elle retient mieux les informations, mais sa capacité de réflexion, sa créativité et sa résolution de problèmes se sont toutes améliorées. Elle a même remarqué qu'elle tombe moins souvent malade. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire de manière significative. Voici la vérité que personne ne vous dit à l'école. Étudier toute la nuit avant un examen est la pire stratégie possible. Vous pensez gagner du temps, mais en réalité vous sabotez complètement votre capacité à retenir et à utiliser l'information que vous essayez d'apprendre. Le sommeil n'est pas l'ennemi de la productivité, c'est son fondement. Si vous deviez choisir entre étudier 2 heures de plus ou dormir 2 heures de plus, choisissez toujours le sommeil. Technique 9. La technique Feynman, la méthode la plus puissante. Nous arrivons maintenant à la technique la plus transformatrice de toutes, celle que Sophie considère comme le tournant décisif de sa transformation académique. Cette méthode porte le nom de Richard Feynman, l'un des physiciens les plus brillants du XXe siècle. Feynman a gagné le prix Nobel de physique en 1965 pour ses contributions à l'électrodynamique quantique. Mais ce qui le rendait vraiment exceptionnel, ce n'était pas seulement son intelligence, c'était sa capacité à expliquer des concepts extraordinairement complexes de manière simple et accessible. On l'appelait le grand explicateur. Feynman avait une philosophie simple mais profonde. Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose en termes simples, c'est que vous ne le comprenez pas vraiment vous-même. Cette philosophie est devenue ce qu'on appelle aujourd'hui la technique Feynman, et c'est potentiellement l'outil d'apprentissage le plus puissant qui existe. Voici comment elle fonctionne en 4 étapes. Étape 1. Choisissez un concept que vous voulez maîtriser. Prenez n'importe quel sujet de votre cours, par exemple la photosynthèse, la loi de l'offre et de la demande, le théorème de Pythagore, la structure de l'ADN, peu importe. Écrivez le nom du concept en haut d'une feuille blanche. Étape 2. Expliquez-le comme si vous parliez à un enfant de 12 ans. C'est l'étape cruciale. Vous devez maintenant expliquer ce concept dans vos propres mots, en utilisant un langage si simple qu'un enfant pourrait le comprendre. Pas de jargon technique, pas de termes compliqués non expliqués, pas de phrases obscures. Seulement des mots simples, des analogies quotidiennes, des exemples concrets. Par exemple, si vous devez expliquer la photosynthèse, vous pourriez dire « Les plantes sont comme des petites usines qui fabriquent leur propre nourriture. Pour ça, elles ont besoin de 3 choses, de la lumière du soleil, de l'eau et du gaz carbonique qui est dans l'air. Les feuilles de la plante sont comme des panneaux solaires. Elles capturent la lumière du soleil et utilisent cette énergie pour transformer l'eau et le gaz carbonique en sucre qui est la nourriture de la plante. Et en bonus, la plante produit de l'oxygène, ce gaz dont nous avons besoin pour respirer. Écrivez votre explication sur votre feuille, à voix haute si possible. Étape 3. Identifiez vos lacunes. C'est là que la magie opère. En essayant d'expliquer simplement, vous allez inévitablement bloquer à certains endroits. Vous allez réaliser que vous ne savez pas exactement comment expliquer tel ou tel aspect. Vous allez avoir recours au jargon parce que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se cache derrière. Ces points de blocage sont précieux. Ils révèlent exactement ce que vous ne comprenez pas encore. Notez-les. Entourez-les. Ce sont vos faiblesses spécifiques. Maintenant, retournez à votre matériel source, votre cours, votre manuel, une vidéo explicative, et étudiez spécifiquement ces points jusqu'à ce que vous les compreniez vraiment. Ne passez pas simplement à autre chose. Concentrez-vous intensément sur ces lacunes jusqu'à ce qu'elles soient comblées. Étape 4. Simplifiez encore plus et utilisez des analogies. Une fois que vous avez comblé vos lacunes, retravaillez votre explication. Pouvez-vous la rendre encore plus simple ? Pouvez-vous trouver une analogie qui rend le concept encore plus clair ?
Les analogies sont incroyablement puissantes parce qu'elles connectent des concepts nouveaux à des choses que vous connaissez déjà. Par exemple, l'ADN est comme un livre de recettes pour construire un être vivant. Chaque gène est une recette différente qui explique comment fabriquer une protéine spécifique. Et toutes ces protéines travaillent ensemble pour faire fonctionner ton corps. Continuez à affiner votre explication jusqu'à ce qu'elle soit cristalline. Pourquoi cette méthode est-elle si puissante? La technique Feynman vous force à faire plusieurs choses simultanément. Identifiez précisément vos lacunes. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière une illusion de compréhension. Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, vous ne le comprenez pas. Point final. Traitez l'information profondément. Pour simplifier un concept, vous devez vraiment comprendre son essence. Vous devez aller au-delà de la mémorisation superficielle. Créez vos propres connexions. En cherchant des analogies et des exemples, vous tissez des liens entre le nouveau concept et vos connaissances existantes. Ces connexions rendent l'information beaucoup plus mémorable. Pratiquez la récupération active. Vous ne lisez pas passivement, vous forcez votre cerveau à extraire et à restructurer l'information. Développez une compréhension flexible. Quand vous pouvez expliquer un concept de plusieurs façons différentes, avec différentes analogies, c'est que vous le maîtrisez vraiment. Sophie a commencé à utiliser la technique Feynman pour tous les concepts difficiles de ses cours. Au début, c'était frustrant. Elle réalisait à quel point elle ne comprenait pas vraiment des choses qu'elle pensait maîtriser. Mais cette frustration était productive. Elle mettait le doigt sur ses vraies faiblesses. Après quelques semaines, quelque chose de remarquable s'est produit. Elle a commencé à comprendre ses cours à un niveau qu'elle n'avait jamais atteint auparavant. Les concepts qui lui paraissaient opaques devenaient soudain limpides. Et lors de ses examens, elle ne récitait plus des réponses mémorisées. Elle pouvait réellement raisonner, adapter ses connaissances, répondre à des questions sous des angles qu'elle n'avait pas anticipés. C'est la différence entre savoir et comprendre. Si vous ne deviez retenir qu'une seule technique de cette vidéo, ce serait celle-ci. La technique Feynman n'est pas juste une méthode d'étude. C'est une méthode pour penser clairement. Technique numéro 10. La méthode SQ3R. Lire pour vraiment apprendre. Maintenant que Sophie avait maîtrisé l'art de comprendre profondément les concepts, elle devait optimiser la façon dont elle absorbait l'information à partir de ses manuels et de ses cours écrits. C'est là qu'elle a découvert la méthode SQ3R, un acronyme qui signifie surveiller, questionner, lire, réciter, réviser ou en français, observer, questionner, lire, réciter, réviser. Cette méthode transforme la lecture passive en un processus actif et structuré qui multiplie votre compréhension et votre rétention. Voici comment l'appliquer concrètement. S. Surveiller 5 minutes. Avant même de commencer à lire un chapitre, prenez 5 minutes pour le parcourir rapidement dans son ensemble. Lisez le titre et les sous-titres, regardez les graphiques, diagrammes et images, lisez l'introduction et la conclusion, parcourez les encadrés et les résumés. L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble du territoire avant d'y vous aventurer. Pourquoi est-ce important? Parce que votre cerveau comprend et retient beaucoup mieux l'information quand il a déjà un cadre général dans lequel la placer. C'est comme regarder la photo sur la boîte d'un puzzle avant de commencer à assembler les pièces. Sans cette vue d'ensemble, chaque pièce est isolée et déroutante. Avec elle, chaque pièce prend sens dans le contexte du tout. Q. Questionner. 2 minutes. Maintenant, transformez chaque titre et sous-titre en question. Par exemple, si vous voyez un sous-titre « Les causes de la Révolution française », transformez-le en question. Quelles ont été les causes de la Révolution française? Écrivez ces questions dans la marge ou sur une feuille séparée. Pourquoi cette étape est-elle cruciale? Parce qu'elle active votre curiosité. Votre cerveau passe en mode recherche de réponses. Au lieu de lire passivement, vous lisez maintenant avec un objectif précis.
Des études montrent que les étudiants qui lisent pour répondre à des questions spécifiques retiennent jusqu'à 50% plus d'informations que ceux qui lisent sans objectif clair. R1. Lire. Temps variable. Maintenant, lisez activement le chapitre section par section. Mais attention, vous ne lisez pas pour arriver au bout. Vous lisez pour trouver les réponses à vos questions. Lisez avec un stylo ou un surligneur à la main. Soulignez les réponses à vos questions. Notez dans la marge les points importants. Faites des connexions avec ce que vous savez déjà. Si une section est particulièrement complexe, ralentissez. Relisez-la. Décomposez-la en parties plus petites. N'hésitez pas à dessiner des schémas, si cela vous aide à visualiser. La vitesse n'est pas l'objectif. La compréhension l'est. R2. Réciter. 5 minutes par section. Après avoir lu chaque section, fermez votre livre. Maintenant, sans regarder vos notes, récitez à voix haute ou écrivez ce que vous venez d'apprendre. Répondez aux questions que vous aviez formulées. Expliquez les concepts principaux avec vos propres mots. Donnez des exemples. C'est exactement le principe de la récupération active dont nous avons parlé plus tôt. Si vous ne parvenez pas à réciter l'essentiel, c'est que vous n'avez pas assez bien lu. Retournez au texte et relisez plus attentivement. Cette étape est peut-être la plus importante de toutes. C'est elle qui fait vraiment la différence entre avoir lu et avoir appris. R3. Réviser. 10 minutes. Après avoir terminé tout le chapitre, prenez 10 minutes pour le réviser dans son ensemble. Relisez vos questions et vos notes. Parcourez rapidement le chapitre en vous concentrant sur les titres et les points soulignés. Demandez-vous, quelle est l'idée principale de ce chapitre? Comment tous ces concepts s'articulent-ils ensemble? Qu'est-ce que je dois absolument retenir? Créez une carte mentale ou un schéma qui résume visuellement le chapitre. Cette révision immédiate consolide votre apprentissage et identifie les dernières zones floues qui nécessitent plus d'attention. La puissance de la méthode SQ3R. Sophie a adopté cette méthode pour tous ses manuels et elle a constaté des résultats extraordinaires. Avant, elle pouvait lire un chapitre de 50 pages en 2 heures, mais elle ne retenait presque rien et devait tout relire avant l'examen. Maintenant, avec la méthode SQ3R, ce même chapitre lui prend peut-être 3 heures la première fois. Mais elle comprend profondément, elle le retient durablement et elle n'a besoin que d'une révision rapide de 20 minutes avant l'examen. Au final, elle économise des dizaines d'heures de révision et obtient de bien meilleurs résultats. La méthode SQ3R transforme un livre d'un objet passif en outil d'apprentissage actif. Vous ne subissez plus le contenu, vous l'interrogez, vous le maîtrisez, vous vous l'appropriez. Technique numéro 11. La répétition espacée. Retenir pour toujours. Sophie avait maintenant toutes les techniques pour comprendre profondément et efficacement. Mais il lui restait un défi majeur. Comment retenir toutes ces informations sur le long terme? Parce que voilà le problème. Vous pouvez parfaitement comprendre un concept aujourd'hui, mais si vous ne le révisez pas intelligemment, vous l'oublierez dans quelques semaines. C'est un phénomène que tous les étudiants connaissent. Vous étudiez intensivement pour un examen, vous réussissez brillamment, et 3 mois plus tard, vous avez tout oublié. C'est frustrant, démotivant, et surtout, c'est un immense gaspillage de temps. La question devient donc, comment transformer l'apprentissage temporaire en connaissance permanente? La réponse se trouve dans une découverte fascinante, faite par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus à la fin du XIXe siècle. La courbe de l'oubli. Hermann Ebbinghaus a mené des expériences rigoureuses sur sa propre mémoire et a découvert quelque chose de fondamental. Nous oublions l'information de manière prévisible et exponentielle. Voici ce qui se passe quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Après 20 minutes, vous avez déjà oublié environ 40% de ce que vous venez d'apprendre. Après 1 heure, vous en avez oublié 55%. Après un jour, vous en avez oublié environ 70%. Après 1 semaine, il ne vous reste que 30% de l'information originale. Après 1 mois, vous êtes descendu à 20% ou moins. C'est terrifiant, n'est-ce pas? Cela signifie qu'une grande partie de votre temps d'étude est perdue si vous ne faites rien pour contrer cette courbe de l'oubli. Mais
Ebbinghaus a également découvert la solution, la répétition espacée. Si vous révisez l'information juste avant de l'oublier, vous ralentissez drastiquement le processus d'oubli et chaque révision augmente le temps que vous pouvez attendre avant la prochaine révision. Voici le principe en action. Première exposition. Vous apprenez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Votre rétention commence à 100% de rétention. Première révision. Le lendemain, vous révisez pendant quelques minutes. Vous remontez à 100% de rétention, mais maintenant vous oublierez beaucoup plus lentement. Deuxième révision. 3 à 4 jours plus tard, une autre révision rapide. Encore une fois, vous remontez à 100% de rétention et la durée de rétention augmente encore. Troisième révision, 10 à 12 jours plus tard. Une autre révision rapide. La courbe s'aplatit de plus en plus. Quatrième révision, 3 à 4 semaines plus tard. À ce stade, l'information commence à se consolider dans votre mémoire à long terme. Révision suivante, les intervalles continuent à augmenter. 2 mois, 6 mois, 1 an. Après 7 à 10 révisions espacées, l'information devient essentiellement permanente. Vous la retiendrez pendant des années, voire toute votre vie. Sophie a créé un système simple pour appliquer la répétition espacée. Elle utilise un tableau avec 4 colonnes. Colonne 1, nouveau, les concepts qu'elle vient d'apprendre aujourd'hui. Colonne 2, révision 1. Elle déplace les concepts ici après un jour et les révise. Colonne 3, révision 2. Elle les déplace ici après 3 à 4 jours et les révise. Colonne 4, révision 3. Elle les déplace ici après 10 à 12 jours et les révise. Après la troisième révision, elle note la date de la prochaine révision dans 4 semaines. Ce système lui prend seulement 15 à 20 minutes par jour, mais il garantit qu'elle ne perd jamais ce qu'elle a appris. Elle n'a plus besoin de bachoter avant les examens. Quand arrive le moment de l'évaluation, elle maîtrise déjà solidement tous les concepts parce qu'elle les a révisés de manière optimale. Les outils modernes de répétition espacée. Si vous voulez automatiser ce processus, il existe des applications excellentes basées sur des algorithmes de répétition espacée. Anki, l'application la plus populaire, gratuite et très puissante, utilisée par des millions d'étudiants dans le monde, particulièrement en médecine et en langue. RemNote combine la prise de notes et la répétition espacée de manière intelligente. Notion. Avec certains templates et bases de données, vous pouvez créer votre propre système de répétition espacée. Ces applications calculent automatiquement quand vous devez réviser chaque élément en fonction de votre performance lors des révisions précédentes. Le principe clé à retenir, la répétition espacée vous permet de retenir une quantité massive d'informations avec un minimum de temps de révision. Plutôt que de relire tout votre cours 10 fois de suite, ce qui est inefficace, vous le révisez 10 fois sur plusieurs mois, ce qui est extrêmement efficace. C'est la différence entre l'apprentissage superficiel et l'apprentissage profond, entre la mémorisation temporaire et la connaissance permanente. Sophie a réalisé que les meilleurs étudiants ne sont pas nécessairement ceux qui travaillent le plus. Ce sont ceux qui travaillent intelligemment, qui comprennent comment fonctionne leur mémoire et qui utilisent des systèmes pour maximiser leur rétention sur le long terme. Technique numéro 12, les mnémotechniques, l'art de la mémorisation créative. Pour finir, Sophie a découvert une dernière catégorie de techniques qui ont transformé sa capacité à mémoriser des informations spécifiques, les mnémotechniques. Les mnémotechniques sont des stratégies de mémoire qui utilisent des associations, des acronymes, des images mentales ou des histoires pour rendre l'information plus mémorable. Elles sont particulièrement utiles pour retenir des listes, des séquences, des termes techniques ou des faits spécifiques qui n'ont pas de logique inhérente. Voici les principales techniques mnémotechniques. 1. Les acronymes. Vous créez un mot ou une phrase dont chaque lettre représente un élément à retenir.
Exemple classique, pour se souvenir de l'ordre des planètes du système solaire, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, on peut utiliser « Mon vieux toutou lait d'or joue sur un nuage ». Chaque première lettre correspond à une planète. En médecine, Sophie utilise cette technique constamment. Pour retenir les os du poignet, scaphoïde, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapèze, trapézoïde, capitatum et amatum, elle a créé cette association. Sophie lit toujours pendant tout trajet, comme habitude. 2. La méthode d'Éleusis. Palais de mémoire. C'est une technique ancestrale utilisée par les orateurs grecs et romains pour mémoriser des discours entiers. Pour l'impencalité, il vous faut contenter le tout par matière foncière et sur le la d'un passeur. Pour mémoriser une liste de 10 concepts, Sophie imagine qu'elle entre dans sa maison. Premier concept, elle le visualise devant la porte d'entrée. Deuxième concept, dans le couloir. Troisième concept, dans le salon. Et ainsi de suite. Plus les images mentales sont bizarres, exagérées ou émotionnelles, mieux elles restent en mémoire. Si elle doit retenir que la mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule, elle imagine une énorme mitochondrie brillante qui illumine son couloir comme une centrale électrique. Cette technique peut sembler étrange, mais elle est incroyablement efficace. Les champions de mémoire du monde l'utilisent tous pour mémoriser des milliers d'informations. 3. Les associations visuelles et bizarres. Votre cerveau retient beaucoup mieux les images que les mots abstraits. Et il retient particulièrement bien les images inhabituelles ou absurdes. En anatomie, Sophie devait retenir que le ventricule gauche du cœur contient du sang oxygéné et le ventricule droit du sang désoxygéné. Elle a créé cette association left égale load. Le côté gauche est chargé d'oxygène. Le côté droit est vide, désoxygéné. Et voilà ce que sont devenus tous les souvenirs qu'elle avait en tête. Pour les étudiants en chimie qui doivent retenir l'ordre de remplissage des orbitales électroniques, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, et voilà ce que sont devenus tous les souvenirs qu'elle avait en tête. Et il existe un diagramme visuel qui montre des diagonales à suivre. Une fois que vous visualisez le pattern, vous n'avez plus besoin de le mémoriser mécaniquement. 4. La méthode de la chaîne narrative. Si vous devez retenir une liste d'éléments dans un ordre spécifique, créez une histoire absurde qui les relie tous. Par exemple, pour retenir les étapes du cycle de Krebs en biochimie, une séquence complexe de réactions chimiques. Sophie a inventé une histoire bizarre mettant en scène tous les composés comme des personnages qui interagissent. L'histoire n'a pas besoin d'avoir du sens. Au contraire, plus elle est ridicule, mieux c'est. Votre cerveau adore les histoires et se souvient facilement des choses inhabituelles. 5. La méthode phonétique ou rimée. Transformer l'information en rime ou en chanson peut drastiquement améliorer la mémorisation. C'est pour ça que les publicités utilisent des jingles. C'est pour ça que vous vous souvenez encore de comptines apprises quand vous aviez 5 ans. Pour retenir les années de règne des rois de France, beaucoup d'étudiants utilisent des petites phrases rimées qui encodent les dates. 6. La méthode des images numériques. Pour retenir des nombres, certains mnémonistes associent chaque chiffre à une image spécifique. 0 égale un œuf ou un cercle. 1 égale un crayon ou une bougie. 2 égale un cygne. 3 égale un trèfle à 3 feuilles. 4 égale une voile de bateau, et ainsi de suite. Ensuite, pour retenir le nombre 2341, vous créez une histoire mentale. Un cygne, 2, navigue sur un lac près d'un trèfle, 3, géant, pendant qu'une voile, 4, et un crayon, 1, flottent à côté. L'avertissement important. Les mnémotechniques sont extrêmement puissantes pour certains types d'informations, mais elles ne remplacent pas la compréhension profonde. Utilisez-les pour les listes et séquences,
les termes techniques sans logique apparente, les dates, nombres, effets spécifiques, les associations que vous devez retenir parfaitement. Mais ne les utilisez pas comme substitut à la compréhension conceptuelle. Comprendre doit toujours venir en premier. Les mnémotechniques viennent ensuite comme un outil complémentaire. Sophie a intégré ces techniques stratégiquement dans son apprentissage. Elle ne les utilise pas pour tout, mais pour les éléments spécifiques qui nécessitent une mémorisation précise. Et elle a découvert quelque chose de merveilleux. Créer ses propres mnémotechniques est en soi un excellent exercice d'apprentissage actif. Le simple fait de réfléchir à comment rendre une information mémorable vous force à l'analyser profondément. Nous sommes maintenant 6 mois après le début de notre histoire. Sophie est assise dans la même salle d'examen où elle avait échoué au début de l'année. Mais tout est différent cette fois. Elle regarde le sujet d'examen avec confiance. Les questions ne la paniquent plus. Elle reconnaît immédiatement les concepts testés. Elle comprend non seulement ce qu'on lui demande, mais pourquoi on lui le demande et comment y répondre. Elle rédige ses réponses calmement, méthodiquement. Elle ne récite pas des phrases apprises par cœur, elle explique, elle raisonne, elle démontre sa compréhension profonde. 3 heures passent rapidement. Elle rend sa copie avec un sentiment nouveau, la sérénité. 1 semaine après, les résultats tombent. Elle ouvre son espace étudiant, le cœur battant. Et là, elle le voit. 17 sur 20. Mention très bien. Pour la première fois de sa vie académique, ses efforts sont récompensés à leur juste valeur. Non, mieux que ça, ses efforts intelligents sont récompensés exponentiellement. Mais ce qui compte le plus pour Sophie, ce n'est même pas la note, c'est la transformation qu'elle a vécue. Elle ne subit plus ses études, elle les maîtrise. Elle n'a plus peur des examens, elle les aborde avec confiance. Elle ne sacrifie plus sa vie sociale, son sommeil et sa santé. Elle a trouvé un équilibre. Et surtout, elle a développé quelque chose d'infiniment plus précieux qu'une bonne note. Elle a appris à apprendre. Votre propre transformation commence maintenant. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes déjà différent de la majorité des étudiants. Vous cherchez activement à vous améliorer. Vous êtes prêt à remettre en question vos méthodes. Vous voulez réussir intelligemment, pas juste travailler dur. Alors voici mon défi pour vous. N'essayez pas d'appliquer toutes ces techniques en même temps, c'est écrasant et vous abandonnerez rapidement. À la place, choisissez une seule technique à implémenter cette semaine. Une seule. Peut-être que ce sera la méthode Pomodoro. Peut-être que ce sera la technique Feynman. Peut-être que ce sera simplement de dormir 8 heures par nuit. Maîtrisez cette technique pendant 1 semaine. Observez les résultats. Ajustez selon vos besoins. Puis, la semaine suivante, ajoutez une 2e technique. Puis une 3e. En 3 mois, vous aurez transformé complètement votre façon d'étudier. Et vos résultats suivront. Récapitulons rapidement les 12 techniques. La méthode Pomodoro. Travailler par session de 25 à 50 minutes avec des pauses intelligentes. La planification stratégique. Étudier quand votre énergie mentale est maximale avant de toucher aux distractions. Le design environnemental. Créer un espace dédié uniquement à l'étude, sans distraction. Concept versus fait. Comprenez toujours le pourquoi avant de mémoriser le quoi. L'apprentissage profond. Posez-vous des questions de sens, pas juste des questions de surface. Reconnaissance versus remémoration. Testez-vous activement plutôt que de relire passivement. L'apprentissage actif. Engagez votre cerveau activement avec le matériel. Le sommeil. Dormez 7 à 9 heures pour consolider votre mémoire. La technique Feynman. Expliquez simplement pour identifier vos lacunes et approfondir votre compréhension. La méthode SQ3R. Lisez stratégiquement pour maximiser la compréhension et la retention. La répétition espacée. Révisez selon des intervalles optimaux pour créer une mémoire permanente. Et enfin, les mnémotechniques. Utilisez des associations créatives pour mémoriser des informations spécifiques. Ces 12 techniques ne sont pas des astuces magiques. Ce sont des stratégies scientifiquement prouvées, testées en laboratoire, validées par des décennies de recherche en neurosciences et en psychologie cognitive. Elles fonctionnent. Elles ont fonctionné pour Sophie, elles ont fonctionné pour des millions d'étudiants à travers le monde et elles fonctionneront pour vous. Mais seulement si vous passez à l'action. La vraie question n'est pas « est-ce que ces techniques marchent ?» La vraie question est « allez-vous les appliquer ?» Parce que vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, mais sans action, cette connaissance ne vaut rien. Alors voici ce que je veux que vous fassiez dès maintenant. Étape 1, mettez cette vidéo en pause et prenez 2 minutes pour réfléchir.
quelle technique allez-vous essayer en premier? Laquelle résonne le plus avec vos difficultés actuelles? Étape 2, notez-la quelque part, sur une feuille, dans votre téléphone, sur un post-it que vous collerez sur votre bureau. Étape 3, engagez-vous publiquement. Descendez dans les commentaires et écrivez « Cette semaine, je vais essayer », nom de la technique. Cet engagement public augmente considérablement vos chances de le faire vraiment. Étape 4, dans une semaine, revenez et dites-nous comment ça s'est passé. Qu'avez-vous découvert? Quels ont été les résultats? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Cette communauté est là pour vous soutenir. Nous sommes tous sur le même chemin. Devenir de meilleurs apprenants, de meilleurs étudiants, de meilleures versions de nous-mêmes. Un dernier mot sur le travail intelligent vs le travail acharné. Je ne vous dis pas d'arrêter de travailler dur. L'effort reste essentiel. Aucune technique ne peut remplacer la persévérance et la discipline. Mais l'effort sans direction, c'est comme une voiture puissante sans volant. Vous avez beaucoup d'énergie, mais vous n'allez nulle part. Ce que ces techniques vous donnent, c'est le volant. C'est la carte, c'est la boussole qui transforme votre effort en progrès réel et mesurable. Travaillez dur, oui, mais travaillez surtout intelligemment. Et rappelez-vous toujours, votre valeur ne se résume pas à vos notes. Vos notes ne définissent pas qui vous êtes, mais apprendre à apprendre efficacement vous servira pour le reste de votre vie, bien au-delà de vos études. Que vous vouliez devenir médecin, ingénieur, entrepreneur, artiste, enseignant ou toute autre chose, votre capacité à acquérir rapidement de nouvelles compétences sera votre plus grand atout dans un monde qui change constamment. Sophie n'était pas plus intelligente que vous. Elle était juste perdue. Elle utilisait les mauvaises méthodes. Et une fois qu'elle a découvert les bonnes, tout a changé. Vous aussi, vous pouvez transformer votre vie académique. Vous aussi, vous pouvez rejoindre le groupe d'étudiants qui réussissent sans s'épuiser. Vous aussi, vous pouvez développer cette aisance que vous enviez chez d'autres. Tout commence par une décision. La décision d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. La décision d'essayer quelque chose de nouveau. La décision d'investir intelligemment votre temps et votre énergie. Cette décision, c'est maintenant que vous devez la prendre. Alors, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à transformer votre façon d'étudier? Êtes-vous prêt à rejoindre les rangs des apprenants efficaces? Si la réponse est oui, alors je vous dis bienvenue dans votre nouvelle vie académique. Le voyage ne sera pas toujours facile, mais il en vaudra absolument la peine. Et n'oubliez pas, étudiez moins, apprenez mieux. Si cette vidéo vous a aidé, aidez-moi à aider d'autres étudiants en la partageant avec vos amis qui en ont besoin. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo sur la productivité, l'apprentissage efficace et l'amélioration personnelle. Et surtout, passez à l'action dès aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je crois en vous. Je sais que vous pouvez réussir. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Et maintenant, au travail, intelligemment.